Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux disparitions forcées de ces millions de gens qui ont disparu un jour ou ont été enlevés de chez eux dans la rue ou dans les lieux de leur travail. Leurs familles sont sans nouvelles d'eux depuis des années, 2 décennies pour certains. Ils sont ainsi des milliers à avoir été arrachés aux leurs. Le régime continue à vouloir minimiser les chiffres au moment où il affirme que ce ne sont ni ses agents, ni ses milices qui ont enlevé ces citoyens. Pire que cela, il propose de l'argent à toutes les familles qui acceptent de ne plus exiger la vérité sur cette disparition forcée. Cette émission sera suivie d'autres à l'avenir, parce que nous ne pourrons jamais dire la plus petite infime souffrance de ce que ces victimes ont enduré et de ce que leurs familles continuent de subir, de vexation, d'intimidation, de répression et suprême insulte, de tentatives de corruption, puisque ce régime leur a tout bonnement proposé d'acheter leur silence. Je n'en dirai pas plus aujourd'hui pour ne pas prendre du temps de parole des invités d'aujourd'hui. Je m'excuse auprès d'eux et de ceux qu'ils représentent de ne pouvoir leur donner suffisamment de temps pour exprimer leur douleur, leur colère, mais aussi leur espoir d'un retour de l'être aimé. Mais nous y reviendrons, comme je l'ai dit au début de cette émission, le plus souvent possible. Aujourd'hui, nous accueillons donc des parents de disparus. Nous commençons par accueillir Wassila Ballatrache, membre fondatrice de Rafd et sœur de disparus. Wassila Ballatrache, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci à vous, c'est Jamal. Merci. Alors, Wassila, parlez-nous un peu de votre frère, des circonstances de son enlèvement, de sa disparition. Bon, je voudrais juste ajouter que je suis également chargée de communication au sein de la Coordination nationale des familles disparues, la CNFD. Oui. Vous savez, si Jamal dit, il est très difficile, vraiment difficile pour moi de parler de mon frère. À maintes reprises, j'ai essayé justement de parler, de discuter et de me rappeler les circonstances de sa disparition, mais croyez-moi, c'est très douloureux. C'est très douloureux parce que c'est l'image qui me revient, c'est l'image des 13 agents de sécurité en tenue militaire, avec des grenades, avec des kalachnikovs qui sont venus arracher un jeune de 19 ans. Il est vraiment très difficile de parler de ça. Ils sont restés chez nous pendant 30 minutes. Certains, je crois, ils étaient sous l'effet de psychotropes parce qu'ils ne réalisaient pas ce qu'ils faisaient. Certains disaient des grossièretés. Ils cherchaient partout sans savoir chercher qui. Ils ne s'attendaient pas que la personne qui devait arrêter n'est qu'un jeune de 19 ans, en Bernedin, dans son lit. Il était dans son lit. Il l'a arraché, il l'a emmené pieds nus. Donc, c'est une image que j'aimerais m'épargner de parler. Mais sinon, je voudrais par contre, oui, Wassila, ce dont j'aimerais parler, oui. Oui, je vous en prie, Wassila, poursuivez. Oui, ce dont j'aimerais plutôt parler, c'est justement le combat pour la vérité, le combat pour la justice. J'ai pas envie de pleurer parce que je voudrais dire que nous sommes, malgré la douleur, malgré la blessure, malgré l'absence de notre cher frère, malgré la disparition de mon père qui également s'est battu pendant des années pour mon frère et également pour les disparus, nous tenons à être forts, à faire face à cette douleur et à se battre avec tous les moyens juridiques que nous pouvons. Nous avons frappé malheureusement aux portes de la justice algérienne. Elle nous est désormais fermée avec justement la dite charte de la paix et de la réconciliation. Et nous avons frappé et nous frappons toujours aux portes des organisations internationaux qui sont prêts à nous aider. Wassila, voilà. Je voudrais d'abord que vous sachiez que vous êtes au milieu de vos frères et de vos sœurs, que des millions de gens vous écoutent en ce moment et compatissent avec vous et qu'ils sont de votre côté.
du côté de votre frère, ils éprouvent votre douleur. Ils ne sont pas du côté de ceux qui vous l'ont arraché. Mais permettez-moi de faire un tour d'horizon, de passer à toutes et à tous les autres invités, de les laisser s'exprimer un peu et nous reviendrons, nous débattrons, nous discuterons, nous reviendrons à chaque fois vers vous. Madame Bouabdallah, est-elle avec nous, Madame Bouabdallah? Je suis à l'écoute, monsieur. Madame Bouabdallah, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, je vous écoute. Madame Bouabdallah, marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci, moi également, je vous remercie pour l'invitation. Madame Bouabdallah, vous êtes la mère de Aziz, un journaliste qui a été enlevé. Vous pouvez nous en parler si vous le souhaitez. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Bon, comme a dit mademoiselle Wafila, c'est pénible, c'est douloureux, mais malgré ça, moi je vais vous raconter parce que vous savez, on a vraiment subi, nous les familles, nous avons subi et nous subissons toujours. Donc moi je suis une maman d'un journaliste, je dirais pas disparu, moi je dirais enlevé. Parce que les années chaudes là, ils sont venus à minuit, ils l'ont pris d'entre mes bras. Ils l'ont pris du domicile familial. Et depuis ce jour, je n'ai plus de nouvelles de lui. Mais malheureusement, moi je connais les auteurs de l'enlèvement. Qui sont-ils, madame? Qui sont-ils? Allô? Vous connaissez ces gens? Vous les avez identifiés? Oui, monsieur, c'était des agents de la DRS de Ben Aknon. Mon fils a été pris à Ben Aknon, a été torturé à mort. D'ailleurs, nous avons eu même des nouvelles de lui après une douzaine de jours. Nous avons reçu le capitaine qui a procédé à l'enlèvement de mon fils. Et c'est lui-même qui nous a raconté ça, qui nous a dit que Aziz a été torturé à mort et ils l'ont pris, vous savez, de la maison, ils l'ont traîné avec un pyjama, le pantalon d'un pyjama et un tricot de peau et une claquette dans le pied et l'autre il l'avait pas. Et moi je lui ai dit, monsieur, mais pourquoi vous avez pris mon fils? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, quand ils ont pris mon fils, le lendemain de son enlèvement, j'ai été aux droits de l'homme, j'ai été déposer plainte. Et ensuite, madame Selima Tlemceni, le premier article, c'était elle qui avait écrit, elle était à Al-Watan, et c'est elle qui a dit que le journaliste Bouabdallah Aziz a été enlevé et à la suite d'un article jugé diffamatoire, et qu'il sera relâché au plus tard samedi ou dimanche, c'est-à-dire une semaine après. Et malgré ça, je n'ai plus jamais revu mon fils. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les gens du DRS, quand vous êtes allés les voir? Il m'a dit qu'il est ici, qu'il y a une enquête, et il y avait, je crois, les législatives le 5 août 97, et il m'a dit qu'il va être relâché. Mais ils l'ont jamais relâché. Ensuite, quand on allait pour demander des nouvelles de lui, il nous disait que je sais pas. Et puis un beau jour, il nous a dit que après 3 mois, ils l'ont gardé à Ben Aknon pendant 3 mois à la caserne Anta. Et après 3 mois, ils l'ont transféré et ils sont venus, ils l'ont transféré à minuit. Et après ça, on n'avait plus jamais de nouvelles. Restez avec nous, Madame Bouabdallah. Restez avec nous. Madame Fergani, épouse du disparu Fergani Boubacar. Madame Fergani, vous êtes avec nous? Allô? Allô, Madame Fergani? Oui, je vous entends, Madame. Bonjour, Monsieur Jamel. Bonjour, Madame. Salam alaikum. Marhaba bik. Je suis l'épouse de Fergani Boubacar, portée disparue, enlevée par les forces militaires de la 5e région nationale à Constantine. Bon, il a été enlevé de nos mains, de la maison, à minuit, le 21 juin 1995. Et depuis ce jour-là, je me bats, on frappait à toutes les portes, mais ça n'a rien donné. Bon,
Pour nous, la disparition, c'est pas une disparition et ça s'arrête là. La disparition pour les familles des disparus, c'est un mur noir, difficile à affronter. Mais quand même, les épouses les épouses des disparus, elles sont toujours combattantes, elles sont toujours debout, elles sont toujours en train de se battre pour savoir la vérité, pour arriver à la justice et la vérité de nos maris. Bon, pour nous, on a joué 3 rôles pendant 20 ans. Le premier rôle, l'épouse, elle a joué le rôle d'une combattante qui se bat pour affronter ce mur qui est très dur et de savoir la vérité de nos maris. Le deuxième rôle qu'on a joué aussi, et c'était très difficile pour nous, c'est le rôle de la pauvre maman qui se bat pour nourrir ses petits-enfants. Et le troisième rôle et le plus dur qu'on est quand même en train de jouer, c'est le rôle du père. Car nos enfants, pour le moment, ils sont complètement émus envers ce qui se passe. Ils sont émus, stressés, troublés, traumatisés. Ils n'ont bénéficié d'aucune aide psychique. Bon, retournons à le mot le musalaha ou le mukalaha, je veux le dire en arabe. Vous m'entendez, M. Jamel? Oui, je vous entends, Madame Fergani. Je veux le dire en arabe parce que c'est touchant. Al-mukalaha, qui sont en train de dire, elle ne concerne de rien, le musalaha. Ce qu'on veut, nous, de le musalaha, c'est que les gens qui ont commis les crimes, qui ont été impliqués, reconnaissent les crimes qu'ils ont commis. Devant les familles, devant tout le monde, on doit aller à la justice, ouvrir les charniers, aller à la DNA et on peut à ce moment clôturer ce dossier. Ce qu'on va dire à M. Bouteflika, à la DRS et à la gendarmerie et ce système mauvais, ce système sale, hasbunallah wa ni'mal wakil fihum. Restez avec nous, Madame Fergani, restez avec nous. Nous allons maintenant recevoir M. Arif Mohamed, père de disparu. C'est Arif, marhaba bik, merci d'être avec nous. Dites-nous, M. Arif, au sujet de... Vous aviez 2 fils, je crois, dans l'un, c'est... Ouais. Oui. Allez-y, je vous laisse vous exprimer. Oui, l'un a été arrêté en Syrie sur commande du ministre de l'Intérieur, M. Jospin. C'est lui qui a demandé son arrestation et en même temps sa torture et même demandé ce que les Syriens doivent demander, exiger de mon fils. Alors, mon fils est parti en Syrie pour investir dans le transport. Malheureusement, il est suivi et en même temps arrêté et torturé 11 mois durant. Alors, il a dit n'importe quoi et tout ce qu'on lui a demandé, il a été torturé de la façon pareillement que les espions, c'est-à-dire à la chaise russe, etc. Mais monsieur Mohamed Arif, qui vous a dit qu'il a... Au bout de 11 mois, c'est monsieur le ministre français qui est parti par avion le chercher en personne. Alors pour eux, c'était une grosse pointure. C'est Arif, qui vous a affirmé qu'il a été torturé? Comment l'avez-vous su? Oui, j'ai été une fois en France. Oui. Avec sa mère et on l'a vu, il nous a raconté la scène de torture et comment ils ont procédé à son arrestation. Il était avec sa femme, c'est une Suédoise. Et 4 de ses enfants. Monsieur Arif, au sujet de votre fils qui a été enlevé près du marché de Gros à Oran, rappelez-nous son prénom. Près du marché de légumes, de Gros de légumes
Alors, vous m'aviez dit... Excusez-moi, il y a un café mort qui jour et nuit. Et c'est là qui partait vers 4 heures ou 3 heures du matin pour vendre aux agriculteurs les cigarettes, tabac, prisé. Il avait une tablette à Dukhan, comme on dit. Oui, c'est ça. Et vous m'avez dit qu'il avait fini ses études supérieures. Oui. Il avait fini ses études supérieures, il n'avait pas trouvé de travail. Et donc, il vendait de la coriandre, du tabac, des cigarettes. Et un jour, il a été enlevé. Allez-y, je vous en prie. Il y est resté jusqu'à 6 heures. Et à 6 heures, il achète de la menthe, de coriandre, du persil, etc. Et même des herbes médicinales pour les revendre l'après-midi, une fois dormir quelques heures. Et même, il faisait en même temps le change de vie. Et c'est là qu'une nuit du 25 octobre, et il est parti sans retour. Il a fait ce travail, il avait l'intention d'ouvrir un atelier de tour et de fraisage et de soudure. Et malheureusement, j'ai promis de l'aider à réaliser son rêve. Il était un débrouillard, il gagnait facilement et honnêtement sa vie. Et malheureusement, ça a tourné mal ce 25 octobre 93, juste quelques jours après que M. Reda Melik avait annoncé qu'il allait changer que la peur allait changer de camp. C'est ça. Et lui, j'en étais certain, même jusqu'à présent, qu'il était apolitique. Sa bon vivant, il s'intéressait pas de la politique. D'ailleurs, même la prière, il la faisait pas régulièrement, sauf le vendredi. Il ne portait ni barbe, ni rien du tout. C'est un innocent. Et son frère aussi. Son frère... C'est Mohamed, restez avec nous, c'est Mohamed. Nous allons retourner à Madame Bouabdallah. Madame Bouabdallah, vous êtes avec nous? Oui, je vous écoute. Madame Bouabdallah, quels sont vos espoirs? Est-ce que pour vous, votre fils est toujours vivant? Vous espérez le revoir? Moi, je vous assure que je n'ai pas baissé les bras et je ne baisserai jamais les bras. Parce que moi, mon fils, ils l'ont pris, il était vivant. Et mon instinct maternel, monsieur Jamel, me dit que mon fils est toujours vivant. Et je ne cesserai pas de le chercher jusqu'à ce que le bon Dieu, même si je ne serai plus là, je suis appelée à partir un jour, ses frères m'ont promis qu'ils ne baisseront jamais les bras jusqu'à jusqu'à ce qu'on sache la vérité et toute la vérité. Moi, ce que j'espère, madame, excusez-moi de vous interrompre, mais je vais vous rendre la parole. Moi, ce que j'espère, c'est que ce que vous venez de dire là, c'est que tous les Algériens vous promettent de ne pas oublier votre fils et tous les autres qui ont disparu et qui ne cesseront jamais de revendiquer la vérité jusqu'à ce qu'elle éclate. Je le souhaite, madame. Mais poursuivez, je vous en prie. Poursuivez, madame. Je vous disais que moi, je ne cesserai jamais de chercher mon fils et je ne baisserai jamais les bras. Et ainsi que toutes les mamans, toutes les familles de disparus ne cesseront jamais de réclamer la vérité. Nous voulons la vérité sur le sort de nos enfants. C'est tout ce que nous demandons. La vérité sur le sort. S'ils sont vivants, moi, mon fils, ça c'est bientôt, il a terminé ses 16 ans, il entame sa 17e année. Moi, je pense que 16 ans, c'est suffisant. Ce qu'il a dû subir et ce qu'ils ont subi les disparus comme lui. Mais moi, je baisserai jamais les bras. Et vous savez, monsieur Jamel, moi, le combat que je suis en train de mener, je le mène pas juste pour mon fils. Moi, je suis en train de me battre et je combats jusqu'à
jusqu'à la dernière minute pour connaître premièrement la vérité sur le sort de mon fils et des milliers d'enlevés comme mon fils. Et la deuxièmement, pour que la tragédie et les souffrances que nous avons souffert, nous, maman, épouse, papa, d'enlever, parce que moi, sincèrement, je n'aime pas le mot disparu. Mon fils, il n'a pas disparu, il n'a pas pris un bateau et le bateau a coulé et mon fils, il est parti dans la mer. Mon fils, ils l'ont pris de son lit entre les bras de sa famille. Donc, quand ils sont venus, ils ont frappé à la porte. Ils ont connu, ils savaient où il habitait. Ils l'ont pris avec son nom. Il avait même, il allait le prendre en tricot de peau. Vous savez que c'est douloureux de le raconter, mais je le raconte parce que je sais qu'il y a des milliers d'Algériens ils ont subi ce que nous avons subi et qui sont en train de nous écouter. Donc, quand ils l'ont pris, il avait pris sa veste. Dans sa veste, il y avait sa carte d'identité. Il y avait sa carte la carte là pour le journal. À propos, je vous ai pas dit, il travaillait dans le journal arabophone L'Alam Siyasi et son directeur était Salim Salhi. Donc, vous pouvez en parler avec lui et vous verrez ce qu'il va vous dire de mon fils. Et je vous disais que le combat qu'on est en train de mener, c'est pour la génération prochaine, pour nos enfants et nos petits-enfants, pour qu'ils referont jamais ce qu'ils ont fait avec nos enfants. Madame, dites-moi, et cette histoire d'argent qu'ils vous ont proposé pour vous demander de vous taire, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent avec cet argent? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Moi, je vais vous dire, monsieur, c'est pour acheter notre silence. Mais moi, je ne vends pas mon fils. Et ils vont me donner, vous savez, toute l'Algérie, avec son pétrole, avec toutes ses richesses, je n'accepterai pas. Moi, je veux mon fils. Mon fils, je l'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Je l'ai mis au monde. Je lui ai donné une bonne éducation. Et là, ils nous achèteront pas avec de l'argent. Ils ne nous font pas taire. Par contre, ils ont joué sur l'argent avec certaines familles qui, malheureusement, c'est des mamans qui ne savent pas, ils savent pas lire et tout. Ils ont dit que c'était une aide pour les familles qui étaient démunies, qui n'avaient pas de ressources, de quoi vivre. Et c'est sur cette base que les familles ont signé. Mais malgré ça, moi, à travers votre chaîne, moi, j'interpelle toutes les familles, toutes les mamans, toutes les épouses, tous les papas, et je leur dis, il ne faut pas cesser de réclamer la vérité, parce que, moi, je vais vous dire, mon fils, n'aïswash 200 millions. Je vais vous dire, l'Algérie tout entière, avec ses richesses, avec son pétrole, avec tout, ils ne vaudront pas le petit doigt hachek de mon fils. Vous avez combien d'enfants, madame Madame, combien d'enfants avez-vous, s'il vous plaît? Moi, vous savez, j'avais 4 garçons et une fille. Oh, maintenant, il me reste 3. Mais moi, je vous assure que je n'ai jamais cessé de le compter parmi nous. Je n'ai jamais accepté et je n'ai jamais mis dans ma tête que mon fils est parti et qu'il ne reviendra pas. Je l'attends toujours et j'ai un grand espoir que mon fils, il reviendra, Inch'Allah. Inch'Allah, madame, Inch'Allah. Restez avec nous, nous allons prendre un petit instant de répit et nous revenons dans quelques instants. Merci.
السلام عليكم من جديد. وسيلة بالأطرش. وسيلة بالأطرش. Oui, je suis avec vous, oui. Dites-moi, Wassila, d'après vous, quel est le nombre approximatif des disparus, le nombre le plus proche de la réalité? Le plus proche de la vérité, peut-être, est celui qui a été donné par la Ligue algérienne des droits de l'homme, par Siali Nord à l'époque, qui est de 20 000 disparus. 20 000. Oui. Alors, 20 000 disparus. Il faut imaginer ce chiffre. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est 20 000 personnes. 20 000. Ce sont 20 000 familles qui ont été privées des leurs, qui leur ont été arrachées par la force brutale, dont on ne sait rien depuis des années. Et le problème est que l'État, non seulement il a minimisé, il a toujours tenté de minimiser le nombre de ces victimes, pour dire non, ils sont 5 000 ou 6 000. Et d'un autre côté, alors qu'il dit qu'il n'a rien à voir dans ces enlèvements, il les minimise, donc on ne comprend pas. Et puis, il accuse ces gens d'être montés au maquis ou d'avoir été enlevés par des terroristes. Est-ce que... Oui. Vous savez, il arrive qu'on en perde ses moyens, on n'arrive plus à... qui sont vos interlocuteurs quand vous revendiquez les vôtres, ceux qui vous ont été arrachés? Qui est en face de vous, généralement? Généralement, on est en face d'un policier, d'un agent qui est chargé de nous communiquer le résultat ou la réponse du procureur de la République ou des autorités par le biais d'un PV. On ne reçoit qu'un PV auquel on met notre signature et c'est tout. Donc nous n'avons pas finalement d'interlocuteur. Vous disiez tout à l'heure que justement que parfois la disparition ou le kidnapping est attribué aux terroristes. Il y a certains qui nous disent que vos enfants ont quitté carrément le pays et ils sont ailleurs, ils jouissent de belles journées en Europe, en Occident en général, et que nous, on prétend qu'ils sont kidnappés par les forces de sécurité. Or, pratiquement tous les cas de disparition qui ont été faites la nuit par les agents de service de sécurité, tout corps confondu, donc y compris les patriotes. Les accusés principaux sont connus. Parfois, nous avons eu des documents. Il y a des cas où carrément la police a fait signifier qu'il a été arrêté par ses forces et remis au service de l'investigation, donc la sécurité militaire. Oui. Donc les kidnappeurs sont connus. Mais attendez aussi là, quand les ravisseurs sont identifiés, que vous avez porté plainte, ce qu'ils vous disent, ils ne sont pas passés en justice, ils vous disent qu'ils ont été remis au DRS, c'est ça? Il y a eu, ici à Constantine, nous avons 3 cas, à Alger, je crois 2 cas, oui. Où il y a un document qui déclare officiellement, c'est un document signé par l'officier Abdelnor, je parle de celui de Constantine, qui justement dit que le nommé X, par exemple, si on prend le cas de Kétoni Salh, le journaliste, qu'il a été remis au service d'investigation territoriale, quelque chose comme ça, qui dépend de la 5e région militaire. Et justement, ce service dépend de la sécurité militaire. Carrément, c'est un PV écrit noir sur blanc avec cachet de l'autorité que justement la personne déclarée disparue a été remis au service de sécurité militaire. Il y a aussi d'autres cas, par exemple, qui ont obtenu un permis de visite à la prison. Nous avons 3 cas. Oui. Donc le juge d'instruction a donné un permis de visite à la famille, mais une fois à la prison, ils ont été carrément appelés à partir. Alors, il y a un témoignage. Il y a 2 cas. D'abord, il y a donc même des cas de gens qui ont été enlevés alors qu'ils se trouvaient en prison, ça veut dire oui. entre les mains de l'État algérien.
Tout à fait, tout à fait. Donc c'est très clair, là ils ne peuvent pas dire c'est pas nous. Mais moi la question que je vous ai clair. posée... Il y a le cas de... Nous avons... Bon, je vais citer Constantine parce que les dossiers, nous avons travaillé sur les dossiers beaucoup plus de Constantine que d'autres wilayas. Ou du moins, moi j'étais chargée de suivre quelques dossiers de Constantine avec mon défunt père, Allah yarhamou. On prend le cas de Madame Seker. Oui. Le cas de Madame Awadbiya, le cas de Ketoni Saleh, ces gens ont reçu un PV signifiant que leurs époux ont été remis au service de sécurité militaire. Je vais citer le cas de Kirawan, les frères. Alors là, c'est un drame, c'est Ben Chenouf. C'est 3 frères, donc Kirawan, Tariq, Mohamed et Adel. Les parents ont obtenu un permis de visite à la prison. Alors ils ont vu leurs 3 enfants en prison, ils les ont vus. Et puis ils ont disparu de la prison. Oui, ils ont disparu carrément. Bon, il y a quelqu'un qui a été blessé, c'est-à-dire, bon, on va parler un peu du cas, qui est Karawan Adel, qui lui a fait, je crois, une opération de destruction d'une société Renault, quelque chose comme ça. Il a été arrêté, il a été blessé, il a été emmené à l'hôpital. Et de l'hôpital, il a disparu. Quand les parents ont cherché à avoir des nouvelles de lui, donc ils ont obtenu un permis de visite. Quant à leur deuxième frère et troisième frère, Tariq et Mohamed, ils ont tout simplement été arrêtés de leur domicile sans raison claire. Il y a un autre cas qui est Sefan Rachid, et il y a beaucoup d'histoires, si j'aime le dire. Sefan Rachid a été arrêté en même temps que sa femme. Il arrivait à communiquer pendant 10 jours avec son épouse. Elle était dans une cellule et lui dans une autre cellule. Son épouse a été... ils ont été arrêtés du domicile, hein, je précise. L'épouse a été libérée. Par contre, Sefan Rachid n'a plus donné signe de vie. Il a été cité dans un jugement qu'il était terroriste arrêté. Donc, qu'il était finalement entre les mains des autorités. Et donc, j'imagine que des cas comme ça, qui sont, il y a des preuves là, c'est indiscutable. Absolument. Ils se comptent par, j'imagine qu'ils sont très nombreux, innombrables, et ils montrent bien que c'était les forces de sécurité. Quand je dis les forces, je mets entre guillemets, quand je dis de l'État, je mets entre guillemets, qui les ont enlevés. Et je vais poser la question à Madame Fergani. Madame Fergani, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, Monsieur Jamal. Madame Fergani, est-ce que vous avez entendu parler, j'ai posé tout à l'heure la question à Wassila, est-ce que vous avez entendu parler de ravisseurs, de ces gens qui enlèvent les gens, de ravisseurs qui ont été identifiés, contre lesquels des plaintes ont été déposées? Monsieur Jamal, la nuit où mon mari a été enlevé, oui. Il y avait 30 personnes qui ont été enlevées la même nuit. Où au juste? Où? C'est à Constantine, à Cité des Frères Abbas, à Oued El Hadj, c'est un quartier populaire. Oued El Hadj, je connais. Oui, là où on habite. D'accord. Il y avait plus de 30 personnes enlevées dans la même nuit. Après 4 mois et 10 jours, il y a des personnes qui ont été relâchées. Parmi eux, il y avait un imam qui s'appelait Thabit Abdelaziz. Il y avait un autre Jafali. Il y avait un cousin de mon mari, Fergani. Ils sont libérés. Et bien sûr, après avoir entendu que ces gens sont libérés, je suis partie chez eux. Ils m'ont dit qu'on a laissé votre mari là où on était tous dans des cellules. On était tous ensemble. Ils nous ont amenés tous la nuit avec les yeux bandés, avec votre mari. Mais nous, on s'est trouvés à la Saint-TV après 4 mois. Ils les ont jetés à la Saint-TV de Constantine. Mais votre mari, on ne sait pas où ils l'ont amené. S'ils l'ont tué ou l'ont retourné à, je ne sais pas, à la 5e région. Mais lorsqu'ils sont venus pour l'amener, ils se sont présentés. Je présente la sécurité militaire. Je suis un capitaine à la sécurité militaire. Je veux votre mari parce que c'est Al-Watan Ta'ou l'a demandé. Juste demain, il sera avec vous. Mais depuis ce jour-là, c'est le 21 juin 1995. Il a été enlevé des bras de ses enfants.
entouré de ses enfants. Alors, il a été enlevé en même temps qu'une trentaine d'autres personnes. Oui, une trentaine, ils ont été enlevés par les mêmes ravisseurs, par les mêmes forces. Par les mêmes ravisseurs, ils ont ravissé quartier par quartier, maison par maison. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit après? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit après? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bien sûr, après, on a fait des démarches, on a fait des plaintes, on a frappé à toutes les portes. Non, il n'est pas chez nous, on le connaît pas. Peut-être qu'il est parti à Djbel, peut-être qu'il est parti ailleurs. Ils reconnaissent pas. C'est ça le problème. Ils reconnaissent pas qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité, qu'ils ont commis des crimes contre les Algériens, les vrais Algériens. Ils ont commis des crimes. Mon mari, c'était pas un bandit, c'était pas un voleur, c'était pas un drogué, c'était un enseignant. Ils ont signé leurs enfants. C'était un enseignant, un homme connu dans le quartier. Mais malheureusement, avec eux, ils savent pas. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Mes enfants sont complètement traumatisés. D'ailleurs, je veux citer quelque chose. L'autre fois, lorsque Chourouk TV a présenté l'émission là où il y avait Madame Nassera du Tour et les familles. Vous l'avez vu, l'émission? Oui. Eh bien, cette nuit, mes filles étaient complètement traumatisées. Elles étaient amenées à l'hôpital. Elles étaient complètement traumatisées. Elles m'ont dit, puisque mes filles, elles sont tous mariées. Elles pleuraient, elles m'avaient dit, mes filles, que c'est ça le premier jour où mon père a été enlevé. Alors que mon fils, il a 34 ans, il pleurait avec les yeux complètement gonflés. Vous sentez ce qu'on sent, un sentiment qu'on peut pas, je sais pas, Anna, je peux pas vous dire le sentiment qu'on sent. On est toujours avec un point d'interrogation. Madame, Madame Fergani, sur un plan judiciaire, même si nous connaissons le mode de fonctionnement de leur justice, mais il n'empêche, est-ce que vous avez déposé plainte? Bien sûr qu'on a déposé des plaintes, mais toujours on a un PV, on n'a rien sur lui, on a toujours le même PV qui est donné à toutes les familles. De toute façon, ils ont une seule réponse. Ils donnent cette réponse à toutes les familles. Qu'est-ce qu'ils disent dans ces PV? Il n'est pas chez nous, on ne l'a pas enlevé, on l'a pas vu, c'est tout, c'est ce qu'ils disent à toutes les familles. Alors dans un cas comme le vôtre, où il a été enlevé en même temps que des personnes qui ont été relâchées et qui témoignent qu'il était avec eux. 4 mois et 10 jours. Et qui témoignent, ces gens, qu'il était avec eux dans les mêmes geôles, et qui ont été relâchés. Donc c'est bien l'État qui les a pris, l'État entre guillemets toujours, qui les a pris, qui les a gardés, qui les a relâchés. Vous, après, un capitaine qui vous en a parlé, et ils vous donnent un PV où ils vous disent qu'il n'est pas chez nous. Oh oui, ils donnent un PV et ils disent qu'il n'est pas chez eux. C'est incroyable. Puisque c'est l'injustice, on vit dans un pays de l'injustice. Il n'y a pas une injustice. Il n'y a pas une justice. Il y a une injustice. Oui. Restez avec nous, madame. Restez avec nous. Je retourne à M. Arif Mohamed. Si Mohamed, vous êtes toujours avec nous? Si Mohamed. En fait, vous avez perdu 2 fils. Donc, vous savez, l'un des 2 est toujours vivant, puisque vous m'avez dit qu'il vous contactait et qu'il se trouverait quelque part en Asie. Il ne vous dit même pas son adresse. Oui, mais l'autre qui a été enlevé en Algérie. Après qu'il s'est sauvé, après avoir purgé sa peine, ils l'ont mis en résidence surveillée dans un hôtel où on lui accordait un repas par jour et il devait pointer 4 fois par jour. Oui. Il faisait une distance à l'hôtel commissariat d'environ 1,5 km. En tout cas, c'est Mohamed. C'est Mohamed. Excusez-moi de vous interrompre, c'est Mohamed. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet enfant est vivant. Même si vous ne l'avez pas vu depuis des années, vous avez la consolation, même s'il n'est pas avec vous, qu'il est vivant quelque part. Alors que l'autre, celui qui a été enlevé en Algérie, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, c'est Mohamed? Quel est son prénom? Il s'appelle Omar. Alors que Omar, vous n'avez plus de nouvelles de lui du tout. Vous n'avez pas une idée, vous savez.
des rumeurs. Une fois, on m'a fait déplacer jusqu'à Hambourg, en Allemagne, puis c'était faux. Puis une fois en Espagne, là où il y a cette mosquée, là, cette ville où il y a une mosquée musulmane, du temps de l'Empire musulman. Alors je n'ai rien trouvé, puis je suis revenu bredouille, et puis après l'accord entre les islamistes et le gouvernement pour le cessez-le-feu. Non, mais c'est Mohamed, excusez-moi. C'est Mohamed, excusez-moi. Au sujet de votre fils qui a été enlevé à côté du marché, c'est bien Omar? Oui. C'est ça? Omar, oui. Bon, lui, vous n'avez plus eu de nouvelles. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il a été enlevé, qu'on l'a vu, qu'il est parti avec quelqu'un? Est-ce que vous avez eu une info quelconque, quelle qu'elle soit? Non, personne ne l'a vu. Et puis ça s'est passé la nuit, vers 3h du matin. Mais auparavant, il n'y avait même pas 8 jours ou une dizaine de jours comme ça. Un gars de son âge, et puis il faisait le même travail de vendeur de cigarettes, et on lui a tiré directement à partir d'une voiture, on appelle une voiture banalisée. Et banalisée, c'est ça. Directement sans faire de halte. Hein. Ils l'ont abattu depuis une voiture qui passait. Oui, sur la rue Arslan à Choupo. À peu près une dizaine de jours avant. Et on n'a pas tiré cette leçon. On s'attendait pas à ce genre d'aventure criminelle. Oui. Monsieur Si Mohamed Arif, nous vous remercions d'avoir participé avec nous. J'espère que vous retrouverez votre enfant et que tout sera pour le mieux, Inch'Allah. Je reviens à Madame Bouabdallah. Je vous écoute. Madame Bouabdallah, Allô, oui, je vous écoute. Oui, Madame Bouabdallah, si vous deviez lancer un appel aujourd'hui, vous avez l'antenne, vous adressez aux Algériens qui vous écoutent et qui, je n'en doute pas une seconde, sont très émus par tout ce qui vous arrive. Alors c'est l'occasion pour vous de vous adresser à vos compatriotes qui vous aiment, qui souffrent avec vous. Je vous en prie. Oui, merci. Alors moi, la première des choses, j'interpelle le président de la République, le premier magistrat du pays. Je lui dirai, Monsieur Bouteflika, libérez nos enfants. Si ceux qui sont vivants, nous vous demandons de libérer les vivants. On sait qu'il y a 20 000 enlevés. Moi, dans ma tête, je n'arrive pas à imaginer si ils les ont tués tous. Oui. Donc, moi, j'interpelle le président. Je lui dis, Monsieur Bouteflika, libérez les vivants. Libérez les vivants. Il y en a marre. Les mamans, il y a des mamans qui ne font plus partie de ce monde. Elles sont mortes en portant dans leur cœur l'angoisse et la tristesse de leurs enfants. Ils ont quitté ce monde sans savoir le sort de leurs enfants. Donc moi je lui dirais, libérez les enfants. Et pour les autres familles, ayez le courage, comme le premier jour vous êtes venus chez moi et chez 20 000 familles comme moi, vous avez enlevé leurs enfants, la prunelle de nos yeux, vous savez, et ils les ont pris. Comme vous êtes venus, vous avez fait la loi et vous avez été les plus forts, vous avez cassé nos portes, vous nous avez menacés avec vos armes, terrorisez-nous, vous avez terrorisé nos enfants. Donc maintenant, ayez le courage de nous affronter, nous, les familles de disparus, et de nous dire où sont nos enfants. Et nous cesserons pas de les chercher et de les réclamer. Et pour tous les gens qui nous écoutent,
soyez solidaires avec nous. Et le combat que nous sommes en train de mener, nous les mamans et les familles d'enlever, on le fait pour nos enfants et pour la génération à venir. Pour ce qui est arrivé à nos enfants n'arriveront pas à nos petits-enfants, aux enfants de tous les citoyens algériens. Voilà. Madame Bouabdallah, je vous remercie. Je vous signale qu'après le vif du sujet, cette émission, la deuxième émission, le top 3, sera aussi consacrée au cas des disparus ou des enlevés, comme vous le dites si bien. Je vous remercie, Madame Bouabdallah, et j'espère vous revoir bientôt. Madame Fergani, il nous reste plus de temps. Madame Ballatrache va rester avec nous pour l'émission d'après. Madame Fergani, avant de nous quitter, je vous propose la même chose que pour Madame Bouabdallah. Si vous avez quelque chose à dire à vos compatriotes, à nos compatriotes. Oui, premièrement, je salue tout le peuple algérien honnête. Et je salue toutes les femmes combattantes pour arriver aux sœurs de leurs maris, de leurs enfants, de leurs chers. Et je dis, comme a dit Madame Ben Abdallah, je dis la première personne à laquelle je demande, c'est Monsieur Bouteflika. Essayez d'être au moins les derniers jours de votre vie, puisqu'il ne vous reste pas beaucoup. Essayez d'être un homme honnête et propre et réglez vos problèmes. Allez chez Dieu propre. Réglez ce dossier, parce que sans l'ouverture de ce dossier, sans le classement de ce dossier, l'Algérie n'ira pas loin. N'ira pas loin. Parce que ce qu'on est en train de demander, c'est une vérité. C'est une vérité et une douleur. Et une douleur que je peux pas vous dire comment est la douleur. Mais je demande au peuple algérien d'être solidaire avec nous et de nous donner la main pour qu'on puisse continuer notre combat. Parce que c'est pas facile. Notre combat est très dur. Et c'est tout. Merci beaucoup, Madame Fergani. Merci beaucoup. Et moi, comme vous, je dis que sans le règlement de ce dossier, puisqu'il faut l'appeler ainsi, l'Algérie ne s'en sortira jamais. Ne s'en sortira jamais. Ce dossier doit être amené à une situation de vérité et de justice, pour que les gens sachent ce qu'ont devenu les leurs, pour que justice leur soit rendue, et pour que ceux qui les ont enlevés soient traduits devant la justice, si tant est que nous avons une justice. Je voudrais, avant de vous quitter et de vous retrouver dans quelques minutes dans le top 3, dans le même sujet, nous resterons dans le sujet, je voudrais que vous nous fassiez parvenir tous les témoignages que vous pourrez. Pour le moment, soit vous appelez le Magharibia, vous demandez à nous parler, soit vous m'envoyez sur ma page Facebook ce que vous pourrez, et nous resterons aux côtés des disparus. El Magharibia est engagée avec les disparus, elle restera aux côtés des familles qui se battent jusqu'à ce que la vérité éclate. Sur ce, je vous dis merci, à tout de suite. Salam alaikum, azul fillawan.